tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore cette semaine. Aujourd'hui, nous cuisinons du moyo fait maison que Ariane a le plaisir de nous faire découvrir. De quoi aiguiser notre appétit ce midi. Dame Innovation, quant à elle, pense ce midi aux personnes malvoyantes. Des lunettes technologiques seraient pour eux une solution novatrice pour les aider à faire face à leur handicap. Et Hermone, comme tous les jeudis, nous fera voguer sur les vagues de la toile. Un menu alléchant pour 52 minutes d'aventure. Première escale, référence. Bruno Soali, bonjour. Bonjour à vous, Ariane. Bonjour, Mylène. Je salue tous les téléspectateurs. J'ai fait l'erreur de te saluer en premier encore. Ariane serait fâchée. Ah, c'est pourquoi, en réponse, vous allez remarquer que je l'ai saluée en premier pour équilibrer un peu les choses. Elle est vêtue de rose aujourd'hui. Rose noir. Hein. Voilà. Mais bon, le rose je préfère le rose, voilà, oui. parce que c'est plus prédominant. Et donc, circonstanciellement, on peut l'appeler Rosa. Rosa, bonjour. Bonjour Mylène, Bruno, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Tu vas bien? Je vais bien, super merci. Bien. En tout cas, depuis tout à l'heure. Est-ce que le rose annoncerait quelque chose? Un week-end assez intéressant. Bon, c'est une question comme ça. Pas vraiment. Pas vraiment. J'aime juste le rose. Comme la plupart des femmes d'ailleurs. Ah. Alors, je le disais à l'entame, on découvre dans référence de ce jeudi un style particulier de moyo à la tomate moulue ou découpée. Il sait s'y prendre, oui, puisqu'il s'agit d'un homme. Il partage avec nous son parcours et ce savoir-faire qu'il tient de sa mère. Je m'appelle Sakho Emmanuel. Je suis promoteur d'un petit maquis appelé Moyo Bio Bien Bon. Je suis architecte en fin de formation. L'histoire a commencé quand j'étais tout petit. C'était ma mère qui vendait du moyo. Et puis, en ce moment, j'étais encore ado, je fréquentais tout ça là. Et puis, elle est tombée malade bon, à cause de feuilles de bois, tout ça là. Donc, elle a stoppé. Donc, comme elle finit ma formation, je suis resté à la maison. Elle ne vendait plus tout ça là. J'ai demandé à maman, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle dit franchement qu'elle ne sait pas. En ce moment, j'avais un peu de popularité sur les réseaux sociaux. Ce qui m'avait donné la popularité en ce moment, c'était mes blagues. Un jour, j'étais parti manger du moyo quelque part avec des amis. Et comme fils de moyo, non, sans vous mentir, le moyo n'était pas du tout appétissant. Donc, je suis revenu à la maison, j'ai dit maman, recommençons la vente de moyo. Elle ne voulait pas parce qu'elle se plaignait de la clientèle. Parce que au moment où elle vendait, il n'y avait pas les réseaux sociaux où faire la publicité, donc c'était de bouche à oreille. Je l'ai rassuré, dit maman, cette fois-ci nous allons vendre parce que j'ai de la popularité avec mes amis, tout ça là, on va vendre. Elle n'a pas cru, je l'ai managé, elle a accepté. Et c'est de là, nous avons commencé. Petit à petit, je faisais les publications sur les réseaux sociaux, il y a du bon moyo, etc. Et c'est de là on a repris. C'est vrai que le moyo n'est pas quelque chose de nouveau. C'est vrai parce que tout le monde vend moyo. Même vous-même qui êtes là, vous pouvez rester chez vous et faire du moyo. Jusque moi, mon moyo c'est du moyo bio. Sans les produits chimiques. Ne mets pas de bouillon de cuisine, non rien. C'est juste du sel. Les gens trouvent bizarre qu'un homme se lance dans la production de moyo parce que selon eux, c'est le métier des femmes. C'est le métier des femmes et c'est une femme qui doit faire ça. Moi, ça ne me gêne pas de préparer, de faire la cuisine, non, ça ne me gêne pas. Puisque c'est dans la famille, c'est dans la famille, il faut que quelqu'un prenne la relève. Le courage. Parce qu'il faut être fort mentalement. Le Béninois est quelqu'un, il aime vite décourager. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé la vente de moyo, on m'a dit, toi, tu as fait l'architecture, tu vends du moyo, il faut laisser ce métier. Cherche à avoir d'autres diplômes. Mais si je les avais écoutés,
dans le temps, je ne serai plus à ce niveau. Il faut le courage, la détermination, la persévérance et la prière, c'est tout. Donc pour le moment, mon seul objectif, c'est de continuer dans la vente de moyo parce que j'ai des objectifs à atteindre concernant le moyo. J'ai envie de gouverner tout le Bénin à moyo. Quand on te dit j'ai envie de manger du moyo, directement on te dira va chez ce monsieur-là, il fait du bon moyo. C'est mon premier projet pour le moment. Ça donne des envies, Ariane Da Silva. Le moyo, il est où? Faut saliver? Oui, je salivais depuis. D'accord, on va déguster du moyo juste après l'émission. Promis, hein? Promis. Bruno, t'en es témoin. Ouais, la seule chose qui manque à l'appréciation complète de tout ce que nous venons de voir, c'est la dégustation. Oui. Voilà, ça rendrait l'appréciation plus complète. Mais pour être plus sérieux, c'est impressionnant. Impressionnant parce que c'est d'abord, je dirais, l'activité de la maman qu'il récupère. Donc déjà, en même temps qu'il se fait de l'argent ou il gagne sa vie à travers cette activité, c'est qu'il fait honneur à sa maman qui tenait tant à ce commerce-là. Et c'est un peu atypique parce que selon nos informations, dans la famille, il y a pas mal de jeunes sœurs ou de grandes sœurs qu'il a, mais c'est plutôt le garçon qui va récupérer le commerce de maman, alors que c'était un commerce qui avait affaire à la restauration, on va dire ça comme ça, et on sait que c'était normalement, bon, les femmes qui auraient pu beaucoup être plus portées ou attirées à prendre la relève de maman, mais c'est plutôt l'homme qui prend la relève et qui représente dignement maman. C'est un honneur pour la mère en même temps qu'il gagne sa vie. Donc c'est une double satisfaction morale et pour lui et pour sa mère. Et franchement, c'est toujours bon de voir des gens qui se sont découverts une passion pendant leur vie et qui s'accrochent et qui vivent avec et qui sont épanouis. Ça te donne des idées, Bruno? Oui, ça donne des idées. On sait déjà qu'en cuisine, tu te perds, tu te retrouves non, je me pas débrouille. bien. Vous avez des preuves? Je me débrouille. Non, ça donne des idées parce que c'est toujours bon de voir ce genre de choses et d'être rassuré davantage que, effectivement, tout homme est transversal en fait. C'est pas parce que vous êtes homme que vous ne pouvez pas faire des choses de femme, enfin dites de femme, et c'est pas parce que vous êtes femme que vous ne pouvez pas faire des choses dites d'homme. Donc en fait c'est la satisfaction qu'on peut tirer de ça et l'assurance aussi. Nous mangeons tous, nous sommes donc tous concernés. Et Emmanuel, comme Emmanuel, c'est bon. À qui nous faisons un coucou au passage. Oui, on lui fait un coucou, on lui envoie plein de bisous. Et il faut que Emmanuel aussi... à distance. À distance, oui, parce qu'il faut la distanciation nécessaire. Il faut qu'Emmanuel s'inspire de Emmanuel Sakor, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Même si ce n'est pas dans le domaine du moyo, pourquoi pas? Mais dans la restauration quand même. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, l'autre chose qui m'a marqué, c'est qu'en réalité, c'est un entrepreneur qui n'est pas complexé en fait. Et je pense que ça devrait faire partie des qualités d'un entrepreneur. On ne devrait pas se sentir complexé juste parce qu'on doit faire une activité peut-être qui n'est pas forcément dans notre tradition, dans notre culture, qui n'est pas l'affaire des hommes. Un homme qui fait du moyo, bon, voilà. Et il a tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec. Plutôt, il est en tablier, il est dans son bain. Il fait lui-même le poisson, vous avez vu les images. C'est vous qui êtes allé sur le terrain très rapidement. Est-ce qu'il a sa situation matrimoniale, est-ce qu'il a... Sans commentaire. Bon, c'est sans commentaire. Sinon, madame pourrait s'y mettre et voilà, agrandir. Pourquoi pas? C'est une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale. Voilà, c'est normal. Madame pourrait s'y mettre et apporter sa touche. Ariane, merci. Mais il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Pour cette belle découverte. Ben, c'est moi qui vous remercie. À confirmer, je l'ai déjà dit. Il faut qu'on déguste pour avoir une appréciation complète. Ariane elle a dit tantôt, elle nous amène là-bas juste après l'émission. Ariane, c'est bien ça. Donc, vous ne sortez pas du studio, vous attendez juste à côté. C'est ce que je fais d'habitude. Pour qu'on ne vous perde pas de vue. Alors, avant de nous dire oui pour la vie, il faut quand même qu'on aille... au labo, qu'on aille faire des tests, c'est à la limite obligatoire, Bruno. Obligatoire. Vous avez déjà dit oui. Et c'est Bruno qui est notre guide ce midi dans Autant Savoir. Alors Bruno, on va au laboratoire.
On va au laboratoire, je dirais, c'est compliqué pour ceux qui fuient les aiguilles. Ceux qui Comme ont moi, peur. surtout. D'accord. Ouais, je le dévoile en même temps. Je ne supporte pas du tout. Mais c'est une étape obligatoire, Mylène, avant de dire oui à votre époux, ou à votre futur époux, à votre future épouse. C'est important de passer par le laboratoire. Donc, avant de se rendre soit à la mairie ou à l'église, il faut passer par le laboratoire pour vous assurer davantage de ce que vous êtes un couple du point de vue médical compatible et vous rassurer que vous aurez une famille bien portante, vous allez fonder une famille bien portante et faire des enfants bien portants et vous-même préserver votre santé. Et pour en parler ce matin, l'invité du jour a, je dirais, est à double titre l'invité indiqué pour en parler. D'abord, pourquoi? Parce que il a dit oui à sa promise il y a moins d'une semaine seulement. Donc, c'est un homme fraîchement marié, c'est-à-dire qu'il dégage encore les zones du mariage. Donc, probablement, il est passé par le laboratoire. Oui. Et le deuxième titre, c'est qu'il est un médecin. Donc, voilà, il est mieux placé pour en parler, pour l'avoir pratiqué sur des couples et pour l'avoir lui-même pour avoir lui-même expérimenté. Donc, vous avez tout compris. Docteur Amos Bokodao, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans le rendez-vous de midi. Bonjour Bruno, bonjour Mylène et bonjour aux amis téléspectateurs. Ce serait superflu de vous demander est-ce que vous avez fait les tests prénuptiaux avant de dire oui devant Dieu, devant les hommes samedi dernier. Mais bien évidemment parce que la loi nous fait obligation de le faire. Alors, c'est quoi les tests prénuptiaux concrètement? Comme le nom l'indique, c'est un certain nombre d'examens de laboratoire, comme vous l'avez dit à l'entame, que la loi fait obligation aux futurs époux de faire et de les présenter à un médecin assermenté qui va leur signer un certificat prénuptial qui fait partie des documents administratifs qu'il faut fournir pour le mariage à l'état civil. Voilà ce que je peux dire comme définition. Alors, pourquoi les tests prénuptiaux? Les tests prénuptiaux parce que le mariage n'est pas une aventure, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est une histoire de vie, c'est une histoire de toute une vie, c'est une marche ensemble. Et pour entamer cette marche, comme le disent d'ailleurs les Saintes Écritures, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être convenus? Il faut un minimum de prérequis. Là, vous êtes là dans le livre qui porte votre nom. Ah, mais pourquoi pas? Il est dans le livre qui porte son nom. C'est le livre le plus lu au monde. Pourquoi ne pas le citer? Donc, c'est dire que les futurs époux doivent forcément voir s'ils sont compatibles pour cette histoire de vie d'éternité. Peut-être pour cette histoire de vie en commun, parce que lorsqu'on s'engage, c'est rien que la mort qui pourrait séparer dans l'idéal des cas. Dans l'idéal des cas, vous le dites si bien. Alors, y a-t-il une liste exhaustive des examens prénuptiaux à faire avant de dire oui? Oui, la liste est connue, mais les gens ne les font pas tous. Je vais les citer. Il y a le groupage sanguin Rhésus, l'électrophorèse de l'hémoglobine, les tests d'hépatite B, les tests d'hépatite C, les tests de la syphilis, et on y ajoute les tests de la toxoplasmose et de la rubéole. Les deux derniers, les gens ne le font pas souvent. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est important, Vous allez d'ailleurs nous dire à chaque examen, ça permet de vérifier quelle compatibilité on a entre les groupes. Parlons d'abord du groupage sanguin Rhésus. C'est pour savoir de quel groupe nous sommes. Vous comprenez? Et vous connaissez les différents groupes. Le groupe A, le groupe B, le groupe AB, le groupe O. Vous comprenez? Voilà. L'incompatibilité au niveau groupage sanguin n'est pas suspensif du mariage. Parce que tous les groupes sanguins peuvent se marier entre eux. Mais imaginez quelqu'un qui est du groupe A et qui épouse quelqu'un qui est du groupe B. La personne qui est du groupe A a dans son sang des anticorps anti-B. C'est ce qu'on nous a appris dans les sciences naturelles. Ouais. Ce qui veut dire qu'ils peuvent se marier, mais on va surveiller leur grossesse parce que leurs enfants peuvent développer certaines réactions allergiques liées à cette incompatibilité du groupage sanguin à la naissance. Genre un ictère néonatal, mais qu'on traite facilement. Donc là, on peut se marier. On peut se marier. Tous les groupes sanguins peuvent se marier entre eux. Ça, c'est un fait qu'il faut savoir parce que la réaction allergique qui est déclenchée du fait de
l'incompatibilité groupale sanguine n'est pas une réaction explosive, c'est Alors, gérable. vous parliez d'hépatite, syphilis. Voilà, d'abord l'électrophorèse de l'hémoglobine qui est un no-go. C'est un no-go. C'est indécent. C'est aberrant qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2020, des gens se marient sans faire ce test-là. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, c'est une vie dans la vie. Vous imaginez, je suis peut-être d'électrophorèse AS. Et je vais m'engager avec quelqu'un qui est aussi AS que moi, sans avoir vérifié au préalable. Et nous avons une chance sur 4 de faire dans ce cas des enfants SS, qui est une forme grave de drépanocytose. Avec toutes ces complications, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais comprenez que lorsqu'on s'engage dans ça, sans avoir vérifié, on fait souffrir le couple parce qu'on est parti sur un mauvais fondement. On fait souffrir cet enfant-là. On fait souffrir la société. Et je vous assure que ces mariages-là ne tiennent pas fort, ne tiennent pas longtemps. Et les enfants peuvent regarder après leurs parents dans les yeux et leur dire « J'aurais pu ne jamais naître. Vous m'avez sacrifié par votre amour sale. » Et ça, c'est des paroles qu'on n'oublie jamais. Qu'on n'oublie jamais. Voilà. Les tests d'hépatite B. Très rapidement. Voilà, là aussi, il faut le faire, mais ce n'est pas aussi suspensif du mariage. Parce qu'il y a plusieurs fois, il y a des sérodiscordances. Le mari est peut-être hépatitique B ou C, mais la femme ne l'est pas. Ça ne les empêche pas d'être ensemble, mais on informe la conjointe. On informe la conjointe et on lui fait obligation d'aller se faire vacciner si c'est possible. Parce qu'il y a un vaccin pour l'hépatite B, mais il y en a malheureusement pour l'hépatite C. Il n'y en a malheureusement pas pour l'hépatite C. Mais lorsque l'un des conjoints est infecté par l'hépatite C, vu qu'il n'y a pas de vaccin, on l'explique au second. Et c'est à lui de prendre ses précautions pour ne pas que son futur époux ou épouse ou la contamine. Alors, j'ai une question importante. Généralement, dans certaines de nos confessions religieuses, il est interdit d'aller au sexe avant le mariage. Et certains commentaires fusent selon lesquels comment s'assurer, par exemple, que son conjoint ou sa conjointe est fertile ou est fécond. Donc, y a-t-il des tests aussi à ce niveau pour s'assurer de la fécondité ou non de son conjoint? Normalement, ça fait partie du bilan prénuptial du côté de l'homme. Parce que... Du côté de l'homme, oui, pas chez la femme. Hein. Bon, peut-être pour chez la femme aussi, la femme aussi doit avoir un gynéco. Mais ça, c'est des choses qu'on ne fait pas souvent. On s'attarde uniquement sur les prélèvements sanguins. Mais on ne fait plus un examen systématique chez un médecin ou bien un gynécologue pour voir. Et l'autre chose qui peut être le justifier, c'est qu'on ne se marie pas forcément pour faire des enfants. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Et dans sa souveraineté, peut décider de ne pas en donner. Est-ce que c'est pour autant qu'on va se séparer? Mais j'ai oublié de parler du test de VIH qui n'est pas obligatoire et qui ne se fait que sur consentement éclairé des deux époux. Parce que les gens se marient bien qu'étant séropositifs et font des enfants qui sont séronégatifs. Ma dernière question, elle est peut-être un peu vicieuse. Est-ce que lorsque vous faites les tests et que vous n'êtes pas compatible, vous pouvez vous entêter par amour, c'est-à-dire que votre moitié à qui vous avez dit oui samedi dernier, si il s'était révélé, bon, je ne dis pas de répondre dans votre cas précisément, que c'est pas compatible. Est-ce que le couple peut s'aventurer? Est-ce que l'amour triomphe dans ce cas? Est-ce que l'amour peut triompher de l'incompatibilité? Il y a plusieurs plusieurs degrés de compatibilité. Il y a certains niveaux d'incompatibilité qu'on ne peut pas franchir. Lorsque nous ne sommes pas compatibles sur le thème hémoglobine, c'est-à-dire électrophorèse d'hémoglobine, quel que soit notre degré d'amour, on va se dire, par amour, là, au nom de cet amour, je te laisse trouver quelqu'un avec qui tu es compatible. Et ce ne serait que rendre service à la personne qu'on prétend aimer. Merci à vous, docteur. Merci, Mylène. Et nous vous souhaitons beaucoup de bonheur dans votre nouveau foyer que vous avez fondé. Et surtout, nous faisons aussi un coucou spécial à Madame Bokodao qui a accepté donc, de vous dire oui il y a encore quelques jours. Et merci beaucoup. Bon vent, comme on dit. Bon vent à vous. Merci à toi, Bruno. Merci à vous, docteur. Merci. Autant de savoir, hein, c'est vraiment important, les examens prénuptiaux. Et on va faire le tour de la toile avec Herman Amengan. Bruno, tu restes avec nous. C'est dans Pêle-mêle. Herman, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Bruno, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur le rendez-vous de midi.
Alors, le Grand Prix littéraire est lancé. Ça va faire des heureux déjà sur ce plateau. Et oui, le Grand Prix littéraire du Bénin consacre cette année 3 œuvres littéraires de fiction écrites en français par des auteurs de nationalité béninoise dans les catégories théâtre, roman et nouvelles. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 septembre prochain pour cette seconde édition. Sinon, pour cette deuxième édition, la participation est ouverte aux œuvres d'auteurs de nationalité béninoise publiées entre le 1er janvier 2016 et le 31 août 2020 inclus. Les auteurs ne peuvent faire directement acte de candidature. Seuls les éditeurs détenteurs de l'agrément d'éditeur signé de la direction des arts et du livre sont habilités à présenter des candidatures parmi leurs auteurs, sinon parmi les auteurs de leur catalogue, indique donc un communiqué de presse. La participation par éditeur est limitée à 3 œuvres différentes au maximum. Les ouvrages d'auteurs collectifs ne sont pas éligibles. Alors, comment faire acte de candidature? Pour faire acte de candidature, l'éditeur doit soumettre sous pli fermé pour toute catégorie visée à la direction des arts et du livre 10 exemplaires identiques de l'œuvre accompagnés de la fiche de candidature et d'une copie de l'agrément d'éditeur. Les dossiers de candidature comprenant des exemplaires de titres d'éditions différentes ne sont pas acceptés. Le lauréat Mylène, c'est le plus important d'ailleurs de chaque catégorie du Grand Prix littéraire du Bénin, reçoit à titre individuel une enveloppe financière d'un montant de 2 millions de francs CFA. La direction des arts et du livre s'engage en outre à acquérir auprès de chacun de leurs éditeurs respectifs 250 exemplaires de chaque titre primé. Bruno, tu participes? C'est pas trop mon monde. Déjà, j'ai jamais écrit un ouvrage, donc peut-être dans la pérennité, on verra bien, mais pour le moment, je suis out. Evan, toi, oui? Bon, c'est vrai que je m'exerce à l'écriture, mais là, je n'ai pas encore publié de manuscrit. Mes manuscrits sont encore là, donc j'attends le bon moment pour publier. Là, je ne suis pas encore prêt. Et de toute façon, je ne pourrai pas postuler parce que ça parle des ouvrages qui ont été publiés entre le 1er janvier 2016 et le 31 août 2016, 2020. hein? Oui, le 1er janvier 2016. J'en connais qui pourra vraiment postuler. Et le 31 août 2020, donc le mois d'août passé. Si votre ouvrage n'a pas été publié dans cet intervalle de temps, vous ne pouvez pas faire acte de candidature. Et vous non plus ne pouvez pas faire acte de candidature si votre ouvrage n'a pas été publié par une maison d'édition reconnue par la direction des arts et du livre. Parce que vous voyez des gens qui vont juste voir, on va dire quoi, une imprimerie pour faire imprimer leur ouvrage. On prend un numéro au niveau de la Bibliothèque nationale, on vous trouve une imprimerie, on fait publier son ouvrage ou on fait imprimer son ouvrage. Ce n'est pas ça la procédure normale. Lorsque vous avez un manuscrit, vous vous rendez donc dans une maison d'édition. La maison d'édition choisit soit de vous l'éditer à contre d'auteur ou à contre d'éditeur. À contre d'auteur, c'est-à-dire que c'est vous qui sortez le pognon pour faire tout le processus. À contre d'éditeur, c'est que c'est l'éditeur qui prend en charge tous les frais liés donc à la publication de votre ouvrage. C'est pourquoi donc la direction des arts et du livre veut faire la promotion justement de ces maisons d'édition-là, parce que ce n'est pas facile de détenir une maison d'édition ici sous nos cieux. Et le chanteur jamaïcain Toots Hibbert, figure historique du reggae, est mort. Toots Hibbert, tu le connais? Non. Non, pas vraiment. Bruno Toots Hibbert. Non plus. Et pourtant, il est plus talentueux que Bob Marley, disait l'autre. Et puis, il est mort vendredi à l'âge de 77 ans dans un hôpital de Kingston où il avait été admis pour des symptômes respiratoires. La cause du décès n'a pas été précisée, mais son entourage avait fait savoir fin août sur le compte Facebook du groupe que Toots Hibbert avait été admis à l'hôpital où il attendait les résultats d'un test à la COVID-19. Il avait ensuite été plongé dans un coma artificiel à la suite de complications respiratoires. Bien qu'il soit moins connu que son compatriote Bob Marley, c'est à Toots Hibbert que l'on attribue l'origine du reggae avec une chanson sortie en 1968, Do the Reggae, le genre musical indissociable du rastafarisme, mouvement spirituel qui sacralise donc l'empereur Haïlé Sélassié et promeut l'usage de la ganja ou marijuana, a connu un grand succès mondial grâce à des classiques de Bob Marley et son groupe The Wailers. Le fils de Bob Marley, Ziggy, a aussitôt rendu hommage à Toots Hibbert qui était devenu un deuxième père pour lui, et il n'est pas le seul à se prêter à l'exercice. Suivez ici des connaisseurs de la musique jamaïcaine qui réagissent au sujet du décès de Toots Hibbert. C'est un coup dur pour l'industrie musicale mondiale. Toots est l'un des artistes les plus vénérés et les plus respectés, et je ne parle pas seulement d'un artiste de reggae, c'est un talent universellement vénéré. From Keith Richards
De Keith Richards à Willie Nelson, de nombreuses stars internationales ont repris ces chansons. C'est donc un grand coup dur pour nous en tant que Jamaïcains, mais aussi un grand coup dur pour le monde. C'est incroyable que la Jamaïque ait produit tant de grands artistes et tant de grands talents, et je mets tout au sommet. Beaucoup de gens pourraient être surpris que je dise cela, mais en termes de talent pur, en termes de longévité, en termes de voix unique et d'emprise unique sur les gens grâce à son talent, tout était au sommet. Il a contribué à façonner ce que certains d'entre nous sont venus appeler le reggae soul ou les ballades reggae, car il en avait un certain nombre. Il était un phénomène international et tout simplement une légende et un ambassadeur mondial. Legend and ambassador, whichever group you want to group as the upper echelon of reggae royalty. Quel que soit le groupe que vous voulez mettre tout en haut de l'échelle du reggae ou de la musique jamaïcaine, tout est juste là dans cette classe. Son catalogue, son impact et sa longévité le placent juste à la crème de la crème. Just puts him cream of the crop. On dit de lui, tout Tibert, il est né à Mepen, en Jamaïque, en 1945. Il était le dernier d'une famille de 7 enfants. Il avait grandi en chantant de la musique gospel dans la chorale d'une église baptiste. Véritable homme d'orchestre, il pouvait jouer tous les instruments utilisés dans son groupe. Il venait juste de sortir un album Got to Be Tooth, donc qui signait le retour attendu de son groupe Tooth et Metal, et il donnait encore des concerts en janvier 2020. C'est donc, on va dire, l'un des tenants de la musique reggae, l'un des pionniers de la musique reggae qui vient ainsi de tomber. Nous quitter. Voilà, un monument donc de la musique reggae qui est tombé. Père son âme, Bruno. Père son âme, c'est de grandes figures, des pères de mouvement pratiquement. Donc quand il passe, c'est tous les, je sais pas, les followers qui en souffrent. Alors, on s'envole pour la France. La cathédrale Notre-Dame de Paris renaît progressivement de ses cendres. Et elle reçoit même déjà des visiteurs. Au menu de la visite, le sens historique et spirituel des sculptures des 3 portails de la façade, le portail Sainte-Anne, le portail du Jugement dernier, le portail de la Vierge, décrits devant des photos reproduites sur les palissades du parvis. Une centaine de guides bénévoles sont prêts pour recevoir des visiteurs. Les visites gratuites sont quotidiennes et en 10 langues possibles. En fonction de la demande, les guides ont reçu une formation supplémentaire ces derniers temps pour pouvoir répondre aux éventuelles questions sur le chantier. Les opérations de démontage de l'échafaudage qui entourait la flèche déformée et soudée par la chaleur de l'incendie doivent être finies d'ici fin septembre, avait assuré début juillet le président de l'établissement. Ces travaux conditionnent donc la possibilité de démarrer la phase de restauration. Mais déjà, les visiteurs sont très contents de retrouver timidement leur cathédrale Notre-Dame. On les suit. Là, j'avais vu dans la presse que les visites recommençaient. Je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire? Quel est le message qu'ils font passer? Et c'est vrai qu'il y a déjà tellement à dire en fait sur l'extérieur de la cathédrale qu'on n'est pas déçu, parce que quand j'avais fait la première visite, on avait fait tout. Et là, c'est beaucoup plus détaillé du coup sur l'extérieur, sur la situation, l'environnement, l'historique. C'est assez intéressant. Ouais. C'est déjà pas mal, c'est comme si on allait à Notre-Dame de Paris quand même. On visite Notre-Dame, on est en présence de ce monument qui est une concentration d'enthousiasme, de création, de génie de l'art chrétien. C'est vrai qu'on ne va pas aller à l'intérieur, il n'est pas question d'aller à l'intérieur, mais précisément on peut faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est de faire le tour de la cathédrale, de pouvoir contempler le chevet, et de voir aussi la beauté du chevet. On ne voit jamais le chevet, on voit toujours la façade, mais on ne prend pas le temps d'aller tout autour. Allez, voilà donc la cathédrale Notre-Dame de Paris qui progressivement est en train de faire peau neuve depuis le dernier incendie donc, qui a ravagé, on va dire, ce monument historique pour la France, mais aussi pour l'humanité. Toujours à Paris, des nudistes qui visitent une exposition sur Louis de Funès. Ennemi juré du maréchal de logis-chef Cruchot,
dans Le Gendarme de Saint-Tropez. C'est une œuvre, donc, on va dire, une œuvre cinématographique de 1964. Des nudistes visitent donc dans le plus simple appareil l'exposition Louis de Funès, geste barrière oblige. La seule pièce de tissu obligatoire est le masque chirurgical ou alternatif. En 1963, lors du tournage du film Le Gendarme de Saint-Tropez, un véritable arrêté du préfet du Var interdit donc le naturisme. Jean Giraud, le réalisateur et co-scénariste du film, imagine Ludovic Cruchot organiser un coup de filet retentissant dans l'espoir d'un avancement de grade. Créée en 1953, l'Association des naturistes de Paris organise régulièrement des visites de musées depuis quelques années, notamment au Palais de Tokyo. En 2018, celle-ci est pour eux comme une revanche sur Cruchot. Donc, suivez ici leur réaction, la réaction donc, de ces nudistes qui étaient, on va dire, au musée pour suivre cette exposition sur Louis de Funès. D'abord, c'est extrêmement drôle. On est ravis d'être là parce qu'évidemment, c'est symbolique. Hein, c'est la revanche des culs nus sur le commandant Cruchot. Donc, on est très, très heureux d'être là. Et puis, évidemment, Louis de Funès, c'est une figure qui a marqué notre enfance. Donc il y a un côté petit bonbon sucré très agréable. Être nu, là, aujourd'hui, dans un établissement public, c'est un geste fort qui montre que nos corps nous appartiennent, qu'ils sont sexualisés quand on décide qu'ils sont sexualisés, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Personne n'a à juger si un décolleté est trop plongeant ou si une jupe est trop courte. Nos corps sont à nous et on en fait ce qu'on veut. C'est quand même quelqu'un qui parle aujourd'hui, qui a parlé à 5 générations et qui est peut-être son énergie, son tempo le rend totalement intemporel. Moi, ça ne va rien changer pour moi. Moi, ce qui m'amuse, c'est que les naturistes et Louis de Funès, c'est la même histoire. Le gendarme à Saint-Tropez, le pitch du premier gendarme, c'est que les gendarmes poursuivent les naturistes, poursuivent les nudistes, les culs nus. Donc voilà, je suis là pour les verbaliser. Hein. Donc voilà, ils vont bien me regarder là. Voilà donc Mylène, le naturisme, ça peut intéresser. Bruno, peut-être ça t'intéresse parce que moi, non, pas du tout, je ne suis pas intéressée. Bruno, toi, oui? Pas du tout. T'es partant? Pas du tout. On va se promener nu comme Adam et Ève. On va retourner dans le jardin d'Éden, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pas du tout. C'est tout un monde. Hein. C'est tout un monde. Ils sont dans leur monde, ils se comprennent, ils sont tellement à l'aise dedans. Chez nous, la société ne tolérerait pas ça pour le moment. Ça aura du mal à passer quand même. Merci à toi, Herman. Dans Innovation, une start-up a innové en créant des lunettes intelligentes pour aider les malvoyants dans leur vie de tous les jours, en lisant par exemple des documents, des tickets, des couleurs, mais aussi en leur facilitant leur mobilité. On découvre ensemble dans Innovation, bien sûr. Des lunettes pour aveugles, c'est pourtant ce sur quoi travaillent des chercheurs du Centre de recherche et d'études de Guadalajara au Mexique. En fait, ces lunettes ne rendent pas la vue, mais elles donnent un aperçu de l'environnement grâce à un dispositif de navigation qui permet à leur utilisateur d'éviter les objets, qu'ils soient fixes ou en mouvement, y compris d'ailleurs des objets translucides. Des lunettes équipées de détecteurs, d'un GPS et qui transmettent par le biais d'une voix artificielle les informations à celui qui les porte. Ce projet que nous appelons Smart Guide essaye de développer des lunettes intelligentes pour aider les malvoyants dans leur vie de tous les jours. En lisant par exemple des documents, des tickets, les couleurs, mais aussi en facilitant leur mobilité, en reconnaissant les obstacles, l'endroit où aller, au travers d'un GPS, de détecteurs à ultrasons et d'une paire de caméras qui traitent les images. Y por medio de un par de cámaras que van procesando la imagen que se ve a través de los lentes. Et voici la démonstration de lecture de billets de banque, mais aussi de couleurs, de cartes et de panneaux en tout genre. Ces lunettes devraient être disponibles à un prix compris entre 800 et 1200 euros.
Herman, une solution bénéfique pour les personnes malvoyantes? Oui, bénéfique, mais apparemment là, ça a vraiment son coût, entre 800 et 1200 euros. La vue n'a pas de prix. Oui, ça n'a pas de prix, mais là, on est en train de tabler sur entre 600 et 800 000 francs CFA, donc entre 400, 500 et 800 000 francs. Donc près du million. Après, on me dira que la vue n'a pas de coût. C'est toujours bien lorsqu'on a ce genre d'innovation pour permettre à ces personnes qui ne connaissent pas, on va dire quoi, qui ne connaissent pas la vue, qui ne connaissent pas la lumière, qui ne connaissent pas les couleurs, de leur donner quand même un aperçu de ce que ça peut être. C'est vrai que ça ne vient pas totalement leur rendre la vue, mais ça leur permet un tant soit peu de développer certaines aptitudes et d'être moins dépendantes d'autres personnes dans leur quotidien. Bono? Oui, je pense que le point le plus important, c'est l'aspect où on est moins dépendant, parce qu'un malvoyant, généralement, a besoin d'une tierce personne pour pouvoir se déplacer, se faire guider dans tous ses mouvements. Mais là, avec ces lunettes qui sont à la pointe de la technologie, c'est que vous avez au moins un aperçu de l'environnement, vous avez un GPS, vous avez des appareils greffés aux lunettes qui peuvent vous permettre de vous annoncer la présence des obstacles à esquiver. Donc, je crois que c'est vraiment très important. Donc, les gens solliciteraient moins les gens parce que quand vous êtes malvoyant, c'est vrai, il faut vraiment avoir quelqu'un qui vous aime vraiment pour être à votre disposition 24 heures sur 24 et vous amener partout où vous voulez. Et parfois, ça peut être agaçant pour même ce généreux-là. Mais avec ces lunettes, c'est vrai, ça coûte assez cher. Mais si dans l'utilisation, ça peut résoudre un tant soit peu le problème de la dépendance. Ils peuvent même se passer des chiens qui guident la personne malvoyante. Voilà. C'est toujours pour rendre la vie accessible à ces personnes en situation de handicap, handicap de vue. Donc voilà, à ces personnes-là qui n'ont peut-être pas demandé à être ainsi. Et donc, pour cela, il faut trouver des solutions novatrices. Et ces chercheurs mexicains-là ont développé quand même cette stratégie. C'est vrai qu'il reste sans nul doute à peaufiner. Il reste à travailler véritablement pour rendre encore plus. Il reste à travailler pour rendre encore plus... on va dire quoi, plus professionnel, plus adéquat, plus accessible surtout cette technologie-là pour permettre aux gens, aux personnes en situation de handicap, en tout cas du point de vue de la vue, de s'en sortir. Là, on est encore, on va dire quoi, en Amérique du Sud. On espère que progressivement, ça va se décentraliser. Et de telles innovations ne sont pas disponibles au Bénin. On espère que ça va inspirer nos... On espère véritablement que ça puisse venir ici sous nos cieux pour permettre aux gens quand même ça va leur donner, on va dire quoi, une sorte d'espoir pour leur permettre d'être moins dépendantes d'autres personnes dans leur quotidien. Parce que c'est important. L'indépendance, quand vous êtes un adulte sous tutelle, là, c'est un peu compliqué. C'est pas intéressant. Merci à Rebecca, merci à vous, merci à toi, Bruno. Tout le plaisir était pour nous. Alors, on installe Marcel Gbetoro, on parle femmes. Alors, messieurs, bouchez vos oreilles. Bonjour Marcel. Bonjour Mylène. Bonjour chers amis téléspectateurs. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et chez vous? Je vais bien. On parle des menstrues. Comment éviter les infections, comment avoir bonne hygiène en cette période surtout. Effectivement, on parle de l'hygiène menstruelle, comme vous l'avez dit. Alors, il faut avouer que ça constitue un véritable problème chez bon nombre de femmes et pour cause une mauvaise gestion de leur cycle menstruel. Aujourd'hui, nous allons découvrir quels gestes adopter, quel comportement avoir quand on est en train de traverser son cycle menstruel pour éviter les maladies liées justement à une mauvaise hygiène menstruelle. Et pour ce, nous avons sur ce plateau le docteur Komlan Agossou, qu'on ne présente plus. Il est gynécologue obstétricien. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci d'accepter une fois encore notre invitation. C'est toujours un plaisir. Alors, j'irai tout droit au but. Déjà, c'est quoi l'hygiène menstruelle? Alors, est-ce qu'on va définir l'hygiène encore particulièrement? Non, je pense que c'est l'ensemble des mesures à prendre pour éviter d'avoir une contamination infectieuse au cours des menstruations. Mais c'est aussi l'ensemble des mesures à prendre pour être à l'aise pendant une période où se passe un phénomène particulier qui peut gêner les gestes courants
de la femme. D'accord. Alors, bon nombre d'études démontrent que justement la mauvaise hygiène menstruelle débute déjà même pendant la période de puberté chez la jeune fille. Quelles sont les causes liées à cette mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle? Alors, la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle est beaucoup culturelle et beaucoup liée aussi aux rumeurs colportées, aux mauvaises manières diffusées et transmises par les aînés, mais aussi liée à l'absence d'éducation, l'absence d'information. Parce que la jeune fille n'est pas forcément en face d'une personne outillée pour lui donner l'information. Elle passe plus de temps à l'école et il serait bien que ce soit l'endroit où on lui parle en premier et en dernier de cette hygiène. Mais comment prendre soin alors de son hygiène menstruelle? C'est-à-dire, quels sont les gestes, les comportements, puisque nous parlons d'hygiène? Très bien. Alors, les menstruations, donc, il y a des jeunes filles peut-être à l'écoute, elles ne savent peut-être pas encore ce que c'est. C'est un écoulement de sang qui vient de l'appareil génital rho, donc de l'utérus en particulier, et qui se produit de façon cyclique. Donc, chaque mois, environ, dans un état physiologique normal, une fois par mois, il y a un écoulement qui dure entre 2 et 7 jours en moyenne chez la femme. Alors donc, c'est un écoulement sanguin qui va donc tacher les habits si on y prend garde. Donc, il s'agit surtout de mettre une protection pour recueillir cet écoulement pendant la période où cela se déroule. Donc, la protection doit être propre, au mieux stérile, étant donné que c'est du sang et que le sang est un milieu favorable au développement des microbes. Donc, la toute première chose, c'est de pouvoir utiliser des protections propres, pour le moins, stériles au mieux. Donc, ces protections sont de différentes natures, mais il y en a qui sont ce qu'on appelle couramment les serviettes hygiéniques, qui sont en papier blanchi, qui sont disponibles à usage unique. Mais traditionnellement, il y a aussi les couches traditionnelles en paille que l'on peut utiliser à condition que ces pailles soient bien lavées et désinfectées. D'accord. Mais à quel moment intervient justement cette mauvaise gestion de l'hygiène? Qu'est-ce qui, je vais dire, nourrit cette mauvaise gestion d'hygiène? Quels sont les comportements à éviter? Alors, l'hygiène corporelle générale est encore un autre facteur à prendre en compte. Donc, pendant la période menstruelle, la femme ou la fille doit prendre sérieusement en compte l'hygiène de tout son corps. Se laver au minimum 2 fois par jour. Donc, se laver le corps entier, c'est important. Changer ses vêtements. Changer les vêtements de corps. Le caleçon doit être changé, ne serait-ce qu'une fois par jour. On ne peut pas mettre le même caleçon hier qu'aujourd'hui. Et ça, il faut apprendre à la fille. Il faut l'encourager à se laver le matin, se laver à midi si possible, se laver le soir. À midi, il y a certaines qui restent à l'école, mais dans ce cas, il faudrait s'organiser pour avoir une petite trousse de quoi se nettoyer le corps, les parties qui ont beaucoup transpiré, avoir une petite serviette. Et tout ça, ça rentre dans l'hygiène. Et ça, c'est de façon continue et pas forcément quand on est en période de menstruation. De façon continue, mais spécifiquement en période menstruelle. Parce que pendant la période menstruelle, on doit éviter tout état ou toute manœuvre qui ramènerait des microbes.
Mais est-ce qu'il y a des maladies liées justement à la mauvaise hygiène menstruelle? Des infections? C'est les infections, effectivement, et les infections de toute nature. Les infections microbiennes, les infections fongiques, donc, et les infections virales. Microbiennes, c'est pour dire les bactéries, et ça donne des infections qui font du pus. Les infections virales sont des infections qui sont plus générales et des fois locales, comme l'herpès. Et on a parlé également des infections fongiques, c'est des champignons, donc c'est les mycoses qui peuvent apparaître. Alors en tant que gynécologue, pour finir très rapidement, quelques conseils pour passer ces périodes de menstrues en toute tranquillité? Alors pour passer ces menstruations en toute tranquillité, il faut comprendre une bonne chose, c'est que de toutes les façons, les règles vont s'écouler. Donc, pas besoin de faire une douche vaginale. Donc, introduire le doigt dans le vagin pour essayer de nettoyer le vagin est pratiquement inutile, puisque de toutes les façons, juste après cet acte, le sang est revenu à la même quantité. Donc, très important, éviter les manipulations qui demandent d'introduire quoi que ce soit dans la cavité vaginale en dehors de l'utilisation des tampons. Donc, certaines personnes choisissent des tampons vaginaux comme moyen pour recueillir le sang. C'est tout à fait possible, mais encore, il faut utiliser ces tampons avec délicatesse et propreté. D'accord, je vous laisse avec Mylène. C'est moi une question qui me tient particulièrement à cœur. On dit, à ce qu'il paraît, que la femme, dans cette période, ne doit pas consommer certaines choses comme de l'arachide pour pouvoir éviter les odeurs, pour ne pas avoir des odeurs pas si agréables sur elle. Des odeurs au niveau des menstruations? Oui, oui. Oh, c'est une information que je viens d'avoir, mais a priori, les arachides ne produisent pas des odeurs spécifiques sur le corps humain. Donc, en période menstruelle, je ne pense pas. Ça doit être juste une rumeur amplifiée. Une rumeur. Oui. Est-ce qu'il y a un type d'alimentation? Est-ce qu'il y a de ces repas qu'on ne doit pas prendre, de ces aliments qu'on ne doit pas prendre? A priori, non, sauf des aliments qui sont allergisants pour vous. D'accord. Tant que l'alimentation est diététique, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a les anomalies au cours des menstruations. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Oui. Donc, j'évite d'aborder ce côté. Le sucre, on peut toujours en consommer? Le sucre a toujours à consommer avec modération, avec grande modération. Bien sûr. Ouais. Merci beaucoup à vous, Dr Komla Gasso. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien et on va prendre le rendez-vous pour le sujet que vous venez d'énoncer, je vais dire. Un sujet venu à l'inspiration, oui, bien sûr. Avec nos téléspectateurs toujours sur le même plateau. Merci, Mylène. Merci à toi. Merci à vous, docteur. Merci. Et merci à toute l'équipe du Rendez-vous de midi. Merci à vous pour l'attention. On se retrouve déjà demain. N'oubliez pas les gestes barrières. Ciao, ciao.